ballon pendant 1 heure. Autour d'une équipe de consultants, retour sur des résultats, sur un quiz, un débat, un coup de cœur, un coup de gueule de la culture foot. En dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine, c'est le 13e numéro du 100% football amateur pour les amoureux du ballon rond sur RGB 99.2 FM à Cergy et nulle part ailleurs. Les titres de ce soir, Sofiane Belgassem, un président investi, passionné, passionnant, la puissance économique du Paris Saint-Germain, atout ou handicap pour la Ligue 1, Dorian Chacon, la fidélité promue au rang de projet sportif. Pour m'accompagner, je vous présente ma team 2 étoiles à ma gauche. Tout d'abord, Jean-Gabriel Houillon. Jean-Gabriel, comment vas-tu ? Très bien, toujours un plaisir de venir parler foot le lundi soir, Farid. Plaisir partagé. Sur ta gauche aussi, Daoud Daribo. Comment vas-tu, Daoud ? Je vais très très bien, Farid. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de partager cette passion du foot. Exactement. Voici le programme, mesdames, messieurs, pour ce soir. Profondément impliqué dans la vie du club de Beaumont-sur-Oise, il s'investit sans compter. Il organise régulièrement des événements comme des lotos ou des repas entre éducateurs pour renforcer la cohésion et fédérer tout le monde autour du projet sportif. Au club, depuis plus de 20 ans, Sofiane Belgassem va nous parler du rôle de président de club amateur en 2025 dans Culture Foot. Bienvenue à ce micro, Sofiane. Bienvenue, merci beaucoup. Farid, merci pour l'invitation. Effectivement, Sofiane Belgassem, donc je suis président de l'entente Beaumont Football depuis une dizaine d'années déjà. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans même, je dirais même, on n'est pas loin des 30 ans. 30 ans au club. Bravo. 30 ans depuis mes 12 ans, donc voilà, ça fait vraiment 30 ans. Donc j'ai connu le club. N'en parle pas trop quand même, Sofiane. On n'a pas commencé encore. Non, je te présentais. Ah, d'accord. Donc ouais, merci. Moi, j'y vais. Oui, j'ai vu. Moi, je suis pressé, moi. Droit au but. Mais je te redonne la parole dans quelques instants. En tout cas, merci d'être présent ce soir. Avec des moyens financiers sans équivalent en France, le Paris Saint-Germain domine la Ligue 1 depuis plus d'une décennie. Cette puissance économique, moteur d'attractivité autant que source de déséquilibre, interroge. C'est le débat de la team en seconde partie d'émission. De formateur à boss du vestiaire, il n'y a parfois qu'un couloir à traverser. Pour Dorian Chacon, l'ascension est fulgurante. Entre loyauté au club et devoir d'autorité, sa nomination dit beaucoup du football amateur d'aujourd'hui. C'est notre interview et invité ce soir. Bienvenue à ce micro, Dorian. Merci Farid, merci pour l'invitation et un plaisir de pouvoir échanger ce soir sur ce projet et sur ses perspectives d'avenir. Donc merci pour l'invitation. Merci messieurs d'avoir accepté l'invitation. Il est 19h05, le 100% football amateur sur RGB 99.2 FM. C'est parti, soyez les bienvenus. Le 100% football amateur, Culture Foot. Alors on va lui redonner la parole, mais surtout en 2025, être président d'un club de football amateur, c'est presque mission impossible. Sofiane Belgassem, président de Beaumont-sur-Oise, est en plateau avec nous pour nous raconter pourquoi. Sofiane, quelles sont aujourd'hui les missions réelles d'un président de club amateur ? On va dire que les missions sont multiples. Pour être honnête, moi qui ai depuis 10 ans au club, j'ai tout connu. J'ai connu la recherche de sponsors, le coaching, même aller faire la buvette, on va être honnête, faire la buvette, aller coacher aussi des petits jeunes débutants, même baby-foot. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire dans un club, surtout que nous, on a un petit club qui a bien grandi depuis 10 ans. Depuis même après Covid, depuis 5-6 ans. On est passé de 200 à 600 licenciés quand même. Donc, ascension fulgurante quand même. Donc, les missions, maintenant, j'ai beaucoup moins de missions qu'auparavant.
du fait que j'ai quand même une bonne équipe qui m'entoure aujourd'hui, qui me permet de déléguer un peu quand même. Je te coupe tout de suite, Sofiane, parlons du Covid. Oui. C'est vrai qu'on en a eu peur ici en plateau et je pense que c'est partagé à travers la France, mais on a parlé souvent du football amateur qui était en faillite. Comment toi tu l'as vécu cette période ? Difficilement, comme beaucoup de clubs et comme beaucoup de présidents. Je trouve qu'au départ, on était un petit peu délaissés. Bon, c'est mon avis, hein. Délaissés, que ce soit pour les institutions, même par même la mairie ou autre, hein, c'était compliqué. Maintenant, je pense que personne ne l'a vu arriver, c'était compliqué pour tout le monde, donc t'es pas préparé. Encore moins nous, présidents de club et petits clubs. Mais en soi, on a essayé de mettre en place tous les protocoles sanitaires qui ont été dictés. Mais, très lourd à mettre en place. Très lourd à mettre en place, et c'était même très compliqué à expliquer aux enfants et aux licenciés, même aux parents, très très difficile. Mais je pense que c'est une période qui nous a peut-être aussi renforcés. Renforcés dans quoi ? Au niveau du club, je pense qu'au niveau des dirigeants et des éducateurs, je pense qu'à ce moment-là, c'est peut-être contradictoire ce que je vais dire, mais ça nous a rapprochés. Ça nous a rapprochés parce qu'il fallait qu'on trouve des solutions ensemble, il fallait qu'on communique ensemble, comme tout le monde, par visio ou par... et du coup, on a multiplié beaucoup plus les rencontres par visio. D'accord. Chose qu'on ne faisait pas quand on se retrouve des fois dans un club. Dans le club, on se croise des fois et on ne prend pas le temps de discuter. Et je trouve que ça a été aussi une bonne chose pour les éducateurs, mais en soi, ça a quand même été une période difficile. Et aujourd'hui, nous, en tout cas, pour le coup, je pensais que nous, on allait avoir des difficultés à se relancer. Mais c'était le contraire. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, on est passé de 200 à 600. Et même l'année qui a suivi le Covid, on a récupéré quand même 100 à 150 licenciés. Donc c'est quand même énorme. C'est vrai que je me suis renseigné là-dessus, Sofiane. Le nombre de licenciés, en tout cas par rapport à l'année dernière, est passé de 564 à 603 cette année. Est-ce que tu as un objectif à atteindre dans les 2-3 ans, ou pour toi, forcément, ce qui prime, c'est la qualité et non la quantité ? Ça fait bateau, peut-être. Oui, bien sûr. J'en parlais très récemment avec le maire de la ville, de Beaumont-sur-Oise, M. Aparicio. Et du coup, déjà, je les remercie parce qu'ils nous ont beaucoup aidés à faire grandir le club. Parce que pour accueillir 600 licenciés, il faut avoir des installations. Donc, on a eu des nouveaux terrains synthétiques, en terrain en herbe, des vestiaires, des travaux de vestiaire. Bref, on a énormément évolué dans ça. Mais aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis, j'en parle beaucoup avec les éducateurs, même avec les parents, c'est que moi, je prime beaucoup sur la qualité. C'est-à-dire que pour prendre 500, 1000 licenciés, mais en face de ne pas avoir l'encadrement nécessaire, de faire du n'importe quoi avec les enfants, avec les licenciés, ça ne m'intéresse pas. En tant que président, ça ne m'intéresse pas. Je préfère... Peux-tu nous parler de cet encadrement qui est à tes yeux très important ? Déjà, nous, il faut savoir que l'encadrement à Beaumont, c'est qu'on envoie les maximums d'éducateurs en formation. Ça, c'est bien. Voilà. Aujourd'hui, on peut, avec toute humilité, on a quand même un club qui a quand même 60 personnes qui gravitent autour. On a 40 éducateurs, on a 20-25 dirigeants, accompagnateurs. Donc dans ces 40-là, on a des jeunes éducateurs qu'on a lancés déjà à 15-16 ans dans des formations, qu'on a accompagnés. Là encore, il y a des jeunes en BPGEPS qui viennent finir leur formation. Donc voilà, on accompagne parce que pour nous, c'est important. C'est important, c'est aussi l'avenir de demain. C'est normalement, nous, on va passer le relais, c'est à eux de récupérer le club. Donc voilà, et c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir des personnes formées et qui apprennent à nos jeunes joueurs et qui ne sont pas là juste pour faire de la garderie. Voilà. Non, c'est important, c'est très intéressant, Sofiane. Combien d'heures un président consacre-t-il réellement à son club chaque semaine ? Honnêtement, je les compte même plus. Je compte plus. Moi-même, ma femme, elle me dit, mais t'es tout le temps là, t'es tout le temps au stade, c'est ta deuxième maison. Je crois même que c'est ma première maison, des fois, pour être honnête. C'est ma première maison. Je suis tout le temps. Je le pense aussi. Je suis tout le temps au stade, et parce que je suis un passionné. Voilà, comme je vous dis, je suis baigné dans le foot depuis des années. J'ai arrêté ma carrière de foot pour l'instant en tant que joueur. Donc, pour l'instant. Pour l'instant, parce que voilà, j'espère revenir c'est une exclusivité pour RGB, ça. Ouais, tout à fait. Bientôt, tout à retour fait, sur les terrains, Sofiane. Exactement, donc j'aurai peut-être moins de temps à faire au niveau administratif et autres.
Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup d'heures. Il y a beaucoup d'heures, on ne s'en rend pas compte. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut aller chercher des partenaires. Nous, on n'a pas, voilà, on n'a pas de ces personnes-là qui permettent aussi de faire grandir le club et qui permettent de me soulager. Donc, je vais aller démarcher, je vais aller sur le terrain avec les services de la ville pour trouver des solutions pour les travaux. Je vais avoir des rendez-vous avec des partenaires au stade. Je vais aller des fois recharger la buvette. Voilà. Et honnêtement, il y a énormément de choses à faire. Et surtout, il y a quelque chose que je n'ai pas parlé, c'est que des fois, même, on prend du temps pour aller laver les maillots. ça, c'est le président aujourd'hui, on va être honnête. Hein. Bien sûr. Voilà, et voilà, et sans parler des réseaux sociaux et autres. Hein, mais en tout cas, honnêtement, il y a beaucoup de... Moi, en tout cas, ce qui me concerne, hein, j'ai beaucoup de temps au stade et franchement, ça me plaît et j'adore ce que je fais. Donc, tant mieux, Beaumont a de la chance de vous avoir. Je ne sais plus si on se tutoie, on se voit. Peut se tutoyer, on peut se tutoyer. Oui. Président, on l'a dit, hein, tu l'as dit en préambule, mais président depuis plus de 10 ans. Au club depuis plus de 20 ans, voire 30. Ouais. Mais en tout cas, président depuis 10. Ton rôle a forcément évolué. En quoi a-t-il le plus évolué ces dernières années ou ces derniers mois peut-être même? À partir du moment où on passe on va dire en tant que président d'un club, qu'on passe de 20 à 60 éducateurs, dirigeants, je trouve que mon rôle en tant que manager, entre guillemets, a changé. Donc la relation avec les éducateurs, avec les membres du club, avec les parents, les partenaires a énormément évolué. Il y a 10 ans en arrière, je n'étais pas du tout à ce que je fais aujourd'hui. Hein. Mais même toi, en tant qu'homme, tu as dû forcément changer. En tant qu'homme, j'ai grandi aussi par rapport à ça, effectivement. Et c'est vrai qu'au début, on tâte un peu le terrain, on ne sait pas trop où on va. Et 10 ans après, je me dis oui, effectivement, le chemin, il a été plein d'embûches, peut-être, plein de soucis. Mais en tout cas, j'ai su garder le cap parce que derrière moi, comme j'ai dit, il y a quand même une bonne équipe qui me pousse. Mais en tout cas, oui, j'ai fait énormément de choses et j'en suis fier, honnêtement, j'en suis fier. Tu peux. Je laisse la parole à Jean-Gabriel. On peut se tutoyer, oui, avec plaisir. J'ai été impressionné par ce que tu disais là, sur le développement du nombre de licenciés, passer de 200 à 600, je trouve ça remarquable. En plus, avec un accompagnement de la mairie, je pense que les infrastructures ont quand même pas mal évolué. Tu citais les terrains, etc. Aujourd'hui, pour franchir un cap supplémentaire au niveau infrastructure, qu'est-ce qui manquerait? Quelle serait l'étape à franchir? Et sachant que le maire de Beaumont nous écoute sûrement aussi ce soir, donc s'il y a un message à faire passer... on lui passe le bonjour. Je pense qu'il faudrait un troisième terrain. Même si on l'a, parce que vu qu'on on a fusionné avec la ville de Mours qui est à côté, on a quand même des terrains aussi d'entraînement, mais bon, qui sont ouverts à tout le monde, qui ne sont pas vraiment de qualité pour vraiment travailler correctement, et surtout que des fois il y a des gens du voyage qui s'installent, donc quand ils repartent, le terrain il est en... Vous ne le récupérez pas dans le même état. Exactement, et du coup, comme j'ai expliqué, moi il est hors de question que je mette des enfants sur un terrain avec des trous et c'est pas possible. Donc oui, si j'ai un message à passer effectivement pour pouvoir progresser davantage, c'est d'avoir un autre terrain d'entraînement qui nous permet d'évoluer davantage, mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'on n'a pas eu un coup de main de la municipalité, parce que, comme je vous dis, il y a encore 5 ans en arrière, on avait un seul terrain qui était d'époque, hein, qui avait 20 ans sans travaux. En pierre en pierre, en herbe, mais qui était vraiment en herbe, mais qui était d'époque, on va dire. Aujourd'hui, voilà, on a quand même un terrain en herbe qui est de qualité, on a quand même des synthétiques, on a des nouveaux vestiaires. Si vraiment j'ai un message à passer à la ville, c'est si on pouvait avoir un troisième terrain. Le message est passé et il ne faudra pas hésiter, Sofiane, à repasser nous voir pour nous en parler et nous dire que le troisième terrain est en bonne voie. En tout cas, je vous invite à venir aussi à Beaumont voir les installations. Vous êtes les bienvenus. On viendra avec grand plaisir. Je laisse la parole à Daoud. Ouais, Sofiane, moi j'ai une question, parce que moi j'étais président pendant 6 ans. Et moi je parlais du statut du bénévole, parce que tu parlais du rôle de président là. T'as dû aussi être dans le même cas, mais on te demandera de plus en plus au niveau sécurité. Tu vois, on te demande de plus en plus à être carré, rigoureux pour avoir les labels, pour tout ce qui est assurance, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que président, s'il y aurait peut-être en France un vrai statut du bénévole qui soit reconnu, parce que ça fait depuis quand même 30 ou 40 ans qu'on entend parler du bénévolat, qu'on fonctionne
comme si on est dans les années 70, alors qu'aujourd'hui, on te demande d'être rigoureux et carré dans tout. Donc voilà, quel est ton avis par rapport à ça, et que les présidents n'auraient pas se mettre ensemble, justement, pour avoir un vrai statut, en fait. Très bonne question de Daoud, que j'ai posée ce week-end d'ailleurs à monsieur Philippe Diallo, à la conférence nationale du football. Ouais, je savais normal, qu'on avait quand même des sujets en commun, Daoud. Ah, je suis pas étonné. Non, je suis d'accord avec Daoud, effectivement. Et ça, de toute façon, le constat fait que, déjà, depuis de nombreuses années, le statut bénévole, le bénévole en lui-même, on va dire, il y en a de moins en moins, on va être honnête. Mais il y a quand même des bénévoles qui sont là depuis des années, qui œuvrent au quotidien, qui vraiment... Très précieux, et heureusement oui. Qu'ils sont là. Qui donnent de leur temps, de leur santé, justement, est-ce qu'il ne faut pas les protéger, ces gens-là? C'est ça le truc. Surtout que, je vais donner un exemple, par exemple, il y a l'année dernière sur un match senior où on a mis tout en place pour que ça se passe bien sur un match de coupe avec un autre club voisin, et on a fait appel au district, on a fait appel aux instances, on a fait appel aussi aux forces de l'ordre, on a fait appel aux municipalités, et ça s'est mal passé entre supporters. Et après, on vient me voir moi en me disant oui, mais vous n'avez pas fait le nécessaire. Mais non, au contraire, moi, j'ai essayé de tout mettre en place. Et surtout, tu les avais alertés en amont. Je les ai alertés, exactement. J'ai alerté et ça s'est mal passé. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une déception que ça se passe mal. Et après, pour revenir sur effectivement le statut bénévole, je pense que je suis d'accord, c'est qu'on est mal représenté. On est mal... comment dire, le statut n'est pas... Considéré. Voilà, cherchez les mots, merci. Considéré, pas considéré. Et avoir aussi un mouvement des présidents qui se réunissent, qui fassent remonter aux plus grosses instances, comme tu as pu le faire, Farid, avec M. Diallo. Moi, je pense que c'est une bonne idée, effectivement. Mais pour ça, il faut avoir du monde autour. Et il faut être accompagné. Et écouter, surtout. Écouter. Et je trouve que des fois, voilà, quand on est tout en bas, c'est difficile je suis complètement d'accord avec toi. Qui plus est, moi aussi, j'étais tout seul à cette conférence, en tout cas à lui poser cette question de bénévolat. Donc, c'est pas simple. Jean-Gabriel, une autre question pour Sofiane? Oui, j'ai regardé un petit peu le site internet du club et j'ai vu qu'il y avait une volonté de mettre en avant les équipes féminines qui était assez manifeste. Mais pas seulement l'équipe première, aussi toutes les équipes de jeunes. Je voulais savoir d'où venait cette volonté. Volonté de développer le foot féminin. Pour nous, le développement du football féminin, ça remonte à quelques années en arrière, avec un passionné aussi du football qui est maintenant encore au club, qui est revenu au club, qui est pas loin d'une soixantaine d'années. Et du coup, on avait lancé les premières équipes féminines les Blues étaient 5, 6, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles dans les clubs. Donc le développement était encore loin. Mais bon, on y a cru. On l'avait même fermé à un moment la section féminine. Et pareil, après le Covid, on a relancé la section féminine. On a eu aussi un coup de pouce de Wendy Renard, qui est la marraine du club. Faut le dire aussi. Wendy Renard est la marraine du club. Wendy Renard, que vous la connaissez, qui est internationale, qui joue à Lyon, capitaine, qui est venue à Beaumont en 2021, on avait encore tous les masques à l'époque, et qui est marraine du club. Donc c'est vrai que ça a boosté le football féminin. Aujourd'hui, on a une centaine de féminines au club, il faut le savoir, de 8-6 à seniors. Donc on représente toutes les catégories. Donc il y a un vrai travail qui a été fait avec vraiment, comme je disais là, avec des éducateurs et éducatrices qui sont formés, installés. Et moi, ce que j'ai dit en tant que président, c'est que je ne fais pas de distinction entre les garçons et les filles. C'est vrai que les filles ont autant le droit d'avoir des créneaux d'entraînement, d'avoir aussi les équipements, d'avoir aussi leur mot à dire, parce qu'on les sollicite beaucoup sur la vie du club. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on draine du monde. Et ça, on est fiers. C'est une fierté aussi en tant que président. Mais je ne suis pas tout seul, il y a du monde derrière. Et c'est vrai que Wendy Renard, qui est passée, je vous envoie des fois des maillots dédicacés de l'équipe. C'est gentil. Pour le loto, tu parlais de loto tout à l'heure. On a des petits cadeaux. Nous, on a été invités à Lyon aussi avec les féminines sur un match de Ligue des Champions il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, c'était Lyon-PSG. Et on est parti, on était invités, on est parti. Et pareil sur le match retour au parc. Donc oui, il y a une vraie volonté de faire grandir le pôle féminin au club de Beaumont. Et je pense que on le voit que aujourd'hui dans les autres clubs aussi, il y a vraiment une volonté. Et voilà. Après, ça joue aussi. C'est un peu comme les garçons. Il faut que le football féminin professionnel, on va dire, se développe davantage, qu'il soit un peu plus visible, que les résultats aussi, ça joue beaucoup. Les parcours en Coupe d'Europe ou en Coupe du Monde aussi, je joue beaucoup. Mais en tout cas, nous, on peut se vanter aujourd'hui d'avoir une centaine de licenciées féminines.
et qui font leur petit chemin et qui grandissent bien au club. Voilà. Elle est du coin, Wendy Renard, ou comment ça s'est fait, ce contact? Pour être transparent avec vous, c'est ma collègue professionnelle de travail son père est le manager de Wendy Renard. Excellent. Ah oui, bravo. Voilà. Du coup, parfois, du coup, ça ça peut s'est passé aider, comme ça. Comme quoi, Des ça fois, peut aider. les relations professionnelles, ça aide. C'est ça. Et de là, on s'est connecté. Avec Wendy, on discute des fois sur les réseaux. Bref, on a mis un protocole avec la ville de Beaumont, une convention. Donc, elle est venue, ça s'est bien passé. Voilà. Et des fois, on a des relations. D'accord. En tout cas, sache que ce week-end, encore à cette conférence nationale du football, il était question de développer encore plus, d'aller encore plus loin en faveur du foot féminin. Et la Fédération française de football veut impulser une vraie trajectoire pour le foot féminin. Donc, c'est positif et ça va dans le bon sens. Et ça te rejoint, Sofiane. Là, je pense que Daoud aura encore une dernière question à te poser pour mieux te connaître. Mais de quoi es-tu le plus fier depuis que tu es président? Honnêtement, déjà, on l'a parlé à l'instant, le football féminin. Je pense que, comme je l'ai dit, je ne suis pas tout seul, mais c'est une grande fierté pour moi, pour le président et même pour la ville de Beaumont-sur-Oise, parce qu'il y a vraiment une politique municipale de développer le sport féminin et le club de Beaumont de football en fait partie, donc c'est une bonne chose. Et après, moi, la plus grande fierté, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, j'accompagne beaucoup les équipes, moi, notamment les jeunes, les babies, les U5, les U6, les U7. Et ma plus grande fierté, c'est quand je vois un enfant venir et prendre du plaisir et sortir avec la banane, qu'on prenne des buts, qu'on prenne pas de buts, c'est pas grave. Le principal, c'est que l'enfant prenne du plaisir. Pour moi, c'est ma plus grande fierté. Voilà. Tu peux, et c'est vrai qu'on partage complètement ta fierté. Je laisse la parole peut-être à Daoud, une dernière question. Moi, rapidement, parce que moi, je suis un peu j'habite par là-bas, là. Bon, là. Et, c'est pas grave, hein. Non, mais c'est très bien, magnifique. Et non, mais moi, la question, c'est par rapport à l'identité du club que tu veux donner, en fait. Par rapport au voilà, est-ce que tu es vraiment sur le tissu local, Beaumont, Persan, voilà. Et puis surtout, tes projets à moyen terme. Est-ce que tu ambitionnes que le club atteigne au moins un niveau régional, tu vois, vraiment à structurer, ou de rester peut-être un peu dans la formation, etc. Voilà. Après, oui, on a tous ces côtés aussi ambitieux. Moi, je suis président ambitieux. Comme je dis, on est passé de 200 à 600. Aujourd'hui, on est reparti sur un projet senior qui a 2 ans à peine, où là, on est monté l'année dernière. Comme les U18, comme les U14, on les monté. Donc on est en district, on est en D3 pour être transparent sur les seniors. Mais on a la qualité, on a les installations on a un environnement qui est propice pour qu'on puisse aller chercher la régionale. Mais pour ça, il faut se donner des moyens. Que ce soit les moyens financiers, que ce soit les moyens humains. Et voilà. Aujourd'hui, on a la force dans le bassin haut du Val d'Oise, avec Persan, Champagne, voilà, d'avoir vraiment de la qualité des joueurs qui peuvent, et après intrinsèquement ils ont les qualités, mais après c'est dans la tête que ça se joue, ça c'est autre chose, mais en tout cas nous en tant que président on a comme cet objectif d'aller chercher un jour la R3, la R2, pourquoi pas la R1, peut-être qu'on va se croiser sur le terrain, mais il y a quand même cette qualité et cette envie d'aller plus haut, voilà. Mais on ne brûle pas les étapes. Voilà, step by step, comme on dit dans le business. Oui, pas les étapes, on y va tout doucement. Moi, j'ai aucune... voilà. Comme je dis, c'est un club avec toute humilité, on est là, on fait notre travail. Moi, je le fais en tant que président. Et après, ça prendra le temps que ça prendra. Mais en tout cas, vous voyez, vraiment, on a envie de grandir. Et le club grandit, et ça, c'est le principal. Bon, en tout cas, je comprends mieux maintenant pourquoi Beaumont grandit aussi bien en quantité qu'en qualité. Donc bravo pour ton travail au quotidien, Sofiane. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est 19h25, vous êtes sur RGB 99.2 FM, c'est le 100% football amateur. Passons au dernier champion d'Europe. Le 100% football amateur, le débat. Depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain trône en tête de la Ligue 1, mais sa domination économique et sportive soulève une question majeure. Cette suprématie dynamise-t-elle vraiment le championnat ou creuse-t-elle encore l'écart avec le reste du football français? C'est ce que nous allons analyser et débattre aujourd'hui. Messieurs, je te donnerai la parole, Jean-Gabriel, pour commencer. Le Paris Saint-Germain tire-t-il vers le haut le niveau global de la Ligue 1 ou crée-t-il un championnat à 2 vitesses?
Disons, je Bon pense courage, Jean-Gab. non, mais je pense qu'il tire le championnat vers le haut, dans le sens où aujourd'hui, on a une visibilité internationale du championnat français qu'on n'avait pas avant que les Qataris arrivent. Je me souviens d'une photo d'un certain Farid R qui était devant la boutique du Paris Saint-Germain à New York. C'est un anonyme. Hein, Et c'était quelque chose qui était impensable d'avoir le club représenté à New York. Donc on voit qu'il y a une dimension qui a été franchie. Tu parles du club ou de cet individu? Des deux. Je plaisante, bien sûr. Je vois que les deux ont franchi un certain niveau. Et donc du coup, voilà, ça attire beaucoup plus de notoriété, ça attire beaucoup plus d'argent et ça fait profiter l'ensemble de la Ligue 1, pas que le Paris Saint-Germain. Est-ce que tu partages le même avis, Daoud? Ouais, je partage le même avis. Et même au niveau sportif, ça aboutit le club à travailler aussi, à travailler encore plus pour essayer de réduire cet écart. On voit que là, le championnat, il est très serré. Bon, après, le PSG a des blessés, certes, mais on voit que tous les week-ends, même le coach, là, Luis Enrique, il le dit que chaque week-end, il est obligé de batailler. Et on voit le championnat, il est ultra serré. Marseille qui a resserré l'écart. Les clubs sont là, Lens travaille bien. Voilà. Sans argent, tu vas pas jouer, mais tu peux avoir de l'argent et jouer aussi. Exactement. Donc ça prouve qu'avec la qualité, le Racing Club de Lens, on parle de Marseille, là, mais on voit que le championnat il est très serré. Donc ça tire les autres équipes aussi à se motiver, à travailler mieux. Et... Non, moi je trouve que c'est une vraie locomotive. Locomotive également. Sans comparaison aucune, hein, bien sûr, Sofiane, entre le budget de Beaumont avec celui du Paris Saint-Germain. Mais la Ligue 1 peut-elle rester compétitive tant que le Paris Saint-Germain aura autant de moyens que ses concurrents? Après, ça a été évoqué à l'instant. C'est vrai que Paris est une locomotive pour la Ligue 1 pour moi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un budget énorme, contrairement aux autres concurrents. J'ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait, je crois que c'était Strasbourg qui avait un budget qui était 9e de France avec 100 millions d'euros, je crois, de budget. Voilà, donc voilà. Et il y a un grand fossé, on est d'accord. Mais je pense que creuser la concurrence, tout ça, je ne pense pas. Au contraire, je pense que c'est un plus pour la visibilité de la Ligue 1 à travers la planète. Ça amène aussi des sponsors, des partenaires en plus. Je pense que voilà, après on parlait, je ne sais pas si ça a été évoqué, les droits de télé aussi. Donc, je veux dire, je pense que le fait d'avoir un champion d'Europe tout récent et avec des stars, bon, du coup, il y a quand même des grands joueurs, moins des stars comme on l'a pu connaître avant avec les Neymar et Messi et consorts. Mais pour le coup, je pense que c'est une bonne chose que la Ligue 1 ait le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, avec les moyens. D'accord. Sur les droits télé, je mettrais quand même un petit bémol, parce qu'aujourd'hui, les droits télé... ont bien baissé. Hein. Ils ont baissé, mais ça, c'est pour les raisons qu'on connaît. Ouais. Mais ils sont surtout affectés en fonction de la notoriété des clubs. Ça, c'est ce qui explique que Paris est beaucoup plus d'argent. Ça, c'est injuste. Et Daoud, toi, tu parlais de réduire l'écart. Une des façons, je pense, assez clean de réduire l'écart, c'est d'avoir une part fixe. Je suis complètement d'accord avec toi. Pour tous les clubs. C'est une bonne idée. Un peu comme, je crois que c'est les Anglais qui font ça. C'est ça, exactement. C'est les Anglais qui font ça. Exactement. Ah, ils sont souvent en avance quand même, les Anglais sur les Français. Je te donnerai la parole, Dorian, pour avoir ton avis là-dessus. Le Paris Saint-Germain, c'est une locomotive et champion en titre d'Europe. Quel est ton regard sur cette domination outre sportive, mais également économique? Pour moi, sur l'aspect sportif, économique, médiatique, le PSG tire le championnat vers le haut. C'est un leadership positif quand j'ai tiré vers le haut. Positif, en effet. Et ça oblige, ça a été dit, ça oblige les autres clubs à travailler différemment, à travailler mieux, à se professionnaliser dans certains domaines, à creuser des pistes, des idées, l'analyse vidéo, la data donnée, même dans le recrutement, à être un peu plus ciblé sur certains joueurs et à rivaliser d'ingénierie, tactique, technique de joueurs avec leurs armes, de jouer avec leurs armes. Peut-être pas à budget égal, ça c'est sûr, mais avec cette volonté de tenir tête au Paris Saint-Germain. Et il y a beaucoup de matchs du Paris Saint-Germain qui sont loin d'être faciles pour eux. Donc ça, c'est tout à l'honneur de toutes les équipes de Ligue 1. Qui travaillent mieux et bien. Exactement. Et on a la chance d'avoir le PSG dans nos rangs et il nous donne une visibilité internationale.
Ça a été dit, je le répète. Et on parlait des droits télé, mais aussi les stades qui sont remplis. Peu importe l'équipe C'est qu'ils vrai. vont affronter, le stade joue à huis clos. Ouais. Donc il y a les recettes des stades qui sont pas à négliger, je pense. Et les produits dérivés, le merchandising qui peut être en adéquation avec ça. Et le tourisme, là je parle le tourisme sportif qui peut se développer. Maintenant, le Parc des Princes, c'est un monument à visiter. Et on a la chance de l'avoir en France, donc autant en profiter. Exactement, autant en profiter. Dernière question, messieurs. La puissance économique du Paris Saint-Germain contribue-t-elle à la formation et à la rétention des talents français ou au contraire, accélère-t-elle leur exode vers l'étranger, Gabriel? Bah, pour répondre à la question, Farid, j'ai quand même l'impression que ça motive pas mal de joueurs à partir en fait, hein, parce que si le plus haut niveau en France c'est Paris en fait, et puis après il faut, comme Paris, les places sont très chères, c'est que des internationaux. Après il ne faut pas s'étonner que les jeunes talentueux voguent vers d'autres championnats. C'est vrai, Daoud? Ouais, bah sur ça, de toute façon, regarde, quand tu prends. Bah déjà, si on dans la continuité, mais regarde, si tu prends. On sait déjà qui va être champion. L'attrait du championnat, par contre, la puissance économique fait en sorte que quand tu as les meilleurs joueurs, on sait déjà qui va être champion. Même si là, bon, c'est un peu serré, mais c'est un peu le bémol hein, quand t'es au-dessus. Et en termes de formation, mais il l'a dit le collègue, là, c'est que si tu veux jouer au PSG, malheureusement, c'est un jeune du PSG, c'est compliqué. Là, il joue parce qu'on sait que si l'équipe est au complet, ça va être compliqué pour eux. Et moi, je suis pas sûr que le PSG investisse sur les jeunes Français. Hein. Regarde bien, ils n'achètent pas des jeunes Français. Hein. Ah bien, il y a eu quand même Désiré Doué, il y a eu quand même Barcola. Voilà, Chevalier, on est d'accord. Il y a Chevalier. Mais Ces dernières années, ils ont quand même misé un sûr. peu plus sur les Ils gens l'ont fait français. avec Luis Enrique. Ouais, exactement. Voilà, c'est sur là, depuis que lui est arrivé et qu'il a misé sur les Et ça jeunes. lui a donné raison. Voilà, pour l'instant, tu vois, j'espère qu'ils continueront sur cette lancée-là, parce que ça boostera les autres clubs. C'est vrai. Dernier point, peut-être, Sofiane, Dorian, sur le Paris Saint-Germain, cette domination économique, certes, mais on oublie aussi peut-être sur le plan sportif. Le Paris Saint-Germain a changé de braquet ces dernières années. Ça leur a donné raison. Le jeu est attrayant et au bout du compte, les titres sont au bout. Oui, tout à fait, tu l'as bien dit. Il y a enfin des titres. Ils sont enfin reconnus comme une grande équipe aujourd'hui. Moi, je suis supporter du PSG depuis des années. Et la chanson le dit, on a tellement galéré. On a connu des années sombres. Un football qui était pauvre, qui était triste à voir au Parc des Princes et ailleurs. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a pris du temps, hein, parce que depuis que les Qataris sont arrivés... depuis 2011, ça a pris quand même 14 ans pour choper une Coupe d'Europe. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, oui, c'est vrai que c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de blessés, le jeu est moins attrayant que l'année dernière, mais l'année dernière, ils ont fait une saison... Mais il y a encore une bonne philosophie de jeu, quoi. Exactement, Daoud l'a dit, il y a un vrai technicien Exactement. aussi, il y a monsieur Luis Enrique qui connaît le football et qui transpire le football et ça se voit à travers son équipe. Il a fait une vraie équipe avec des joueurs, avec des jeunes joueurs aussi qui sont rentrés dans le groupe et il donne sa chance aussi aux jeunes joueurs. Exactement. Des Titi Parisiens entre autres. Voilà, il y en a ils ont très peu recruté cet été. Et voilà, exactement. Maintenant, peut-être que la saison est longue, peut-être que ça va peut-être pas suffire avec les blessés et autres. Mais en tout cas, on peut dire que Luis Enrique, par rapport à d'autres entraîneurs dans le passé, donne beaucoup plus la chance aux jeunes Parisiens et en l'occurrence les jeunes Français aussi. Exactement. C'est jeunes qui sortent de formation française. Mais donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup à dire sur le Paris Saint-Germain, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir une belle équipe française qui gagne enfin une Coupe d'Europe. Exactement, c'est une belle vitrine en tout cas de la Ligue 1 à l'international et quelque part ça me fait plaisir également que Luis Enrique qu'on connaît tous, mais dès l'année dernière en tout cas moi j'étais un de ses premiers fans et heureusement on lui a laissé le temps, on a laissé le temps au temps de travailler et ça lui a donné raison. Merci messieurs en tout cas d'avoir participé à ce débat. Il est 19h35, toujours en compagnie de Jean-Gabriel et de Daoud. Passons à un coach avec les dents longues. Le 100% football amateur, l'interview.
De formateur à chef du vestiaire, parfois il suffit d'un couloir pour changer de rôle. La montée fulgurante de Dorian Chacon, entre fidélité au club et exercice de l'autorité, sa nomination en dit long sur le football amateur d'aujourd'hui. Dorian, tout va bien? Tout va bien, Tout va bien, hein? tout va bien. Bon. Comment tu résumes ton parcours au club, de ton arrivée à la nomination à la tête de l'équipe première? Alors, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que moi, c'est Didier Kenyar, ancien entraîneur Que principal j'avais reçu également ici. de l'équipe première qui m'a fait venir au club. C'était pour un projet avec les U16, U16-2. Et, euh, et du coup, j'ai joué en sélection Paris-Île-de-France avec Didier Kenyar. Donc j'étais joueur en senior DH à Bobigny et sélection Paris-Île-de-France. Et c'est Didier qui m'a fait venir. Et Didier m'a beaucoup inspiré. Toujours été, enfin, il est toujours, c'est un mentor pour moi. Donc j'étais admiratif de son travail, de sa philosophie et du coup de ses valeurs, de ses principes. Un entraîneur carré, rigoureux, Tu es toujours en contact avec discipliné, lui? toujours en contact et je lui demande conseil de temps en temps C'est important. avec l'expérience des anciens et entre guillemets la fougue de la jeunesse. Mais donc voilà, donc déjà c'est Didier qui m'a fait venir et après étape par étape, j'ai toujours été proche, j'ai toujours fait les prépas avec les équipes premières, avec Didier, avec Trégoat, avec Jimmy Jimmy Modeste. Modeste. Donc j'ai fait les prépas pour m'inspirer, pour regarder, pour observer, pour connaître les rouages, les compréhensions dans des différents projets de jeu, des différents types de management. J'ai pu prendre ce que j'avais à prendre et pu laisser ce que je voulais laisser par rapport à mon caractère, ma personnalité. Mais ça fait 6 ans que je suis à l'Entente. Et depuis ces 6 ans, j'ai fait U16, U18, 3 ans d'U18. Et j'ai fait 2 ans sur l'équipe réserve. On était en District 1, on est monté en R3. On a fini l'année dernière 3e du championnat R3 avec une majorité de U20, de U23 et beaucoup d'U20. Donc 5, 6, 7 titulaires U20 en réserve et plus des renforts avec l'équipe première. L'équipe première qui a toujours joué le jeu pour cette transversalité entre l'équipe première et l'équipe réserve. Ça, je le tiens à le pointer du doigt, c'est important. Et cette perspective, en parallèle de toutes ces missions, la responsabilité technique de l'école de foot, qui a été importante aussi pour moi. Et voilà. Mais la continuité des U18 à réserve, elle était importante parce que dans mon effectif, j'avais 90% qui étaient avec moi en U18. Et à l'heure Et à actuelle, quel moment, Dorian, je te coupe, mais à quel moment as-tu senti que tu pouvais prétendre au poste de coach de l'équipe Fagnon? Forcément, Déjà, au départ de Jimmy Modeste. déjà, sur l'aspect administratif, mon diplôme du brevet d'État me permet de remplir le cahier des charges en termes C'est important de administratifs. le rappeler. Sur le plan. Après, je connais les rouages du club, je connais le fonctionnement du club, je connais C'est la important. culture du club, les valeurs du club. Et j'avais cette petite expérience sur les prépas les prépas athlétiques avec les équipes premières. J'ai moi-même joué à ce niveau-là, en senior DH. J'ai évolué, j'étais en sélection Paris-Île-de-France. Et à l'époque, c'était le senior DH qui participait. Et j'ai passé mes diplômes, je suis dans une démarche d'apprentissage au quotidien, de remise en question, de travail. Je m'appuie aussi des compétences qu'il peut y avoir autour de moi. Et quand ça m'a été proposé, j'ai senti que c'était le bon moment et que c'était à moi de saisir cette opportunité et cette chance, sachant que j'ai conscience de la chance que j'ai d'évoluer dans un club comme l'Entente Saint-Gratien qui bénéficie de beaucoup d'infrastructures, donc dans un cadre et un contexte structuré. C'est comme un mini-club pro en fait. C'est un très bon club formateur, Exactement. qu'il l'était en tout cas il y a encore quelques années et je présume qu'il va redémarrer et repartir de l'avant. Revenons à cet instant où je ne sais pas comment ça s'est passé et tu vas peut-être nous éclairer là-dessus. On t'annonce cette nomination lors d'une réunion, tu la prends par téléphone, tu la prends par SMS, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Alors je l'apprends sur un entretien avec le président qui m'annonce, qui me demande de prendre le projet de l'équipe première, que j'accepte avec
avec grand plaisir et Tu même ne réfléchis fierté. pas deux fois, tu acceptes tout de suite. J'accepte tout de suite parce que c'était une fierté, parce que moi de base, euh, j'étais formé au centre de formation d'Amiens, donc j'ai toujours au fond de moi-même, le football c'est ma passion depuis l'âge de 5 ans, et j'ai toujours voulu faire du football mon métier. Et en fait, en prenant ce poste, j'allais me professionnaliser dans ma passion. Donc pour moi, c'était un step by step, à fait. comme vous disiez tout à l'heure. Et en fait, c'était une étape à franchir, à passer, pour pouvoir évoluer en tant qu'entraîneur, d'éducateur à entraîneur. En tant qu'homme aussi, parce que du coup, Bien c'est sûr. d'autres responsabilités, d'autres missions. Et c'était un projet qui me plaisait. C'était un challenge que j'avais envie de relever et que je suis actuellement en train d'essayer de faire. Parce que comme je vous parlais de Didier Kenyard, il y a un truc important que j'ai pris conscience dans ma tête. Un club avec une histoire comme celle-là, avec un palmarès comme l'Entente peut l'avoir, c'est des responsabilités. Donc il faut représenter les couleurs du club, il faut être fier de pouvoir représenter les couleurs du club. C'est un challenge, mais c'est aussi maintenant à moi, à nous. Quand je dis à nous, c'est tout le staff de l'équipe première, tous les membres du bureau, tous les éducateurs du club. C'est à nous de faire en sorte d'écrire à notre tour notre histoire. Il s'est passé des belles choses en amont. Le club a été reconnu comme le meilleur club amateur de France à plusieurs reprises, a évolué en N1, a eu des 19 ans nationaux, a eu des 17 ans nationaux, il y a eu des années fastes. Et toutes ces années, j'ai à cœur de me remonter les manches et de pouvoir un jour redonner les couleurs d'antan à l'Entente Saint-Gratien. Et ça passe par du travail, ça passe par de l'investissement, ça passe par de la professionnalisation. Et surtout, tout seul, on ne peut rien faire. Donc c'est un travail de tous au quotidien. Beaucoup d'acteurs qui parlaient tout à l'heure des différents clubs amateurs. Et en fait, il y a des missions qui sont réparties avec tous et toutes qui permettent de faire en sorte que le club retrouve ses couleurs d'antan. C'est important. De rien, je vais te couper, mais là tu me donnes des frissons et je pense que c'est partagé sur le plateau. Donc, on sent que tu es imprégné déjà par ces valeurs de l'Entente Saint-Gratien. Bravo à toi, je laisse la parole à Jean-Gabriel. Moi, j'avais une petite question assez simple en fait sur en tant que coach, ta philosophie de jeu en fait. Qu'est-ce que tu veux imprimer à ton équipe? Est-ce qu'elle a évolué aussi ces dernières années? Et justement, comme tu avais en charge des très jeunes avant de monter, est-ce que tu as évolué justement au fil du temps en fait par rapport à ça? J'ai évolué au fil du temps par rapport à ça parce que la 18R2, c'est pas la senior R1. Donc, c'est pas le même sport. Il y a la formation, il y a la compétition. Dans la compétition, moi, je suis imprégné par un football très offensif, même si j'étais moi-même défenseur auparavant, c'est paradoxal. Mais moi, j'aime le football de spectacle. Pas de spectacle, on met un petit pont et tout le monde applaudit. Moi, ça ne m'intéresse pas de mettre des petits ponts, ça m'intéresse de marquer des buts et de pouvoir mettre en place des actions. Donc, un projet de jeu porté vers l'avant avec des actions sur des combinaisons à 2, à 3. Beaucoup de la transition. J'aime beaucoup le jeu de transition avec des attaques éclairs qui peuvent être foudroyantes pour les équipes adverses. Et donc on a, dès le plan de performance, c'est-à-dire le plan de développement de la performance des joueurs, on a fait le recrutement dans ce sens, avec des profils capables d'aller très vite vers l'avant, pour pouvoir mettre en difficulté les équipes adverses. Et faut apprendre, la meilleure défense, c'est l'attaque. Je suis un peu partisan de cette philosophie. Et une certaine liberté d'action pour la créativité des joueurs offensifs, tout en étant dans l'efficacité. Si tu as un bon dribbleur, c'est bien, mais il faut que tu sois efficace dans ton après-dribble. Si tu dribbles et que derrière il n'y a rien, c'est compliqué, c'est pas productif, c'est pas efficace. Donc à eux d'être décisifs, à nous de l'être, à nous d'être décisifs, à nous de travailler en entraînement pour qu'ils le soient. On met en place plein de choses. J'ai la chance de travailler avec Charles Nzogbia, qui est un ancien international français, qui a passé ses diplômes d'entraîneur, de formateur, d'éducateur, et qui est maintenant, on bosse ensemble, on travaille ensemble depuis 3 ans. Donc ça fait 2 ans, et là c'est la 3e année en cours. Et il ramène cette exigence du très très haut niveau. Dans le monde amateur, on a tendance à avoir une certaine preuve d'indulgence, parce que c'est pas leur métier. Il y en a qui travaillent, il y en a qui sont avec des métiers à forte pénibilité, et ils viennent le soir en plus, ils viennent le week-end en plus, et on leur demande beaucoup.
surtout pour une équipe de R1 qui doit se reconstruire, parce que c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle page. Il y a donc ce Charles Enzo Bia, cet entraîneur adjoint, apporte une plus-value énorme. Indéniable. Indéniable. Donc, oui, tout à fait. Et il a cette faculté à transcender les joueurs, à booster les joueurs, à leur donner le petit tips, le petit conseil qui va bien pour qu'ils puissent faire le bon choix, le bon geste, et qu'on rentre dans cette efficacité. Je laisse on sent déjà que Dorian, il a beaucoup de bouteilles, hein, et tant mieux pour l'entente Sanosa-Gratien. Je laisse la parole à Daoud. Moi déjà, Didier Cagnard, voilà. Une référence. C'est un bon choix, hein, parce que je l'ai eu en tant que formateur quand j'étais au passage des diplômes. Là. Mais surtout, qu'est-ce que tu retiens, toi, depuis ce début de saison-là, sur les caractéristiques du championnat R1 ? C'est important, hein, parce qu'on a notre philosophie, mais on a aussi les caractéristiques dans le championnat dans lequel on évolue. Qui n'est pas simple. Qui est dur de sortir de là, avec des réserves professionnelles, avec une grosse valeur athlétique. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux en dire de ce début de saison que tu vis avec Sanon, sachant qu'en plus tu as eu beaucoup de nouveaux joueurs. Avec ce championnat, il faut savoir que dans ce nouveau projet, dans ce nouveau challenge, dans la continuité des 18 qui sont montés en réserve, il y a aussi des joueurs de la réserve qui sont montés en équipe première. Donc il a fallu les mettre au goût du jour et leur faire part que la senior R3, c'est un très bon niveau, mais que la senior R1, c'était tout autre chose, avec une marche qui peut être un peu haute pour certains, et qui pour d'autres, au contraire, arrive à s'imposer en tant que titulaire. Donc ça, c'est des réussites, ça fait partie de la stratégie et du projet du club dans sa globalité, en tout cas, pas dans sa globalité, mais dans le pôle senior, c'est-à-dire U18, U20, réserve senior, équipe première. Donc il y a cette continuité-là. Donc c'est ça guérir. Il n'y a plus de temps de latence, il n'y a plus de temps de déconcentration, il n'y a plus le temps de regarder le sol. C'est tout de suite scanner ton environnement, l'analyser, où je suis, par rapport à qui, par rapport au partenaire, adversaire, ballon. Et comme tu dis, c'est très athlétique, mais aussi tactique. Attention. Ouais, Luis Enrique, on parlait de Luis Enrique tout à l'heure, qui peut nous donner beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration pour les coachs amateurs. Moi-même, j'en fais partie. Donc, je peux m'inspirer de beaucoup de choses tout en restant modeste et humble et travaillant à notre échelle, mais en tout cas avec cette volonté d'évoluer tactiquement, de lutter contre l'équipe adverse, mais aussi de la mettre en difficulté avec nos valeurs et de garder. La réponse à ta question, c'est que ce championnat, tout le monde peut battre tout le monde. Il est serré. Donc, une équipe qui peut être actuellement, même si on n'est qu'à la 7e journée de championnat dernière, peut battre le premier. Et au milieu de tableau, tout le monde peut battre tout le monde. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas, pour l'instant, en tout cas, un premier qui va se détacher largement et survoler le championnat, comme ça peut être le cas en Ligue 1, par exemple, avec le PSG. Mais avec des équipes athlétiques, intelligentes tactiquement, et toujours avec des petites pépites. Il y a toujours des individualités capables de faire des différences. Et ça peut être dans nos rangs, comme dans les rangs adverses. Et des joueurs qui vont nous mettre des coups de pied arrêtés dignes d'un David Beckham, ou qui vont nous faire des gestes techniques, un passement de jambes suivi d'une frappe et en dessous la barre digne d'un Ibrahimovic. Donc il y a de la qualité dans ce championnat de senior R1. L'Île-de-France, c'est une région qui est respectée pour son football, que ce soit en jeunes, mais aussi en équipe première. Une R1 d'Île-de-France, c'est très solide. Il y a beaucoup d'équipes dans ce championnat, je le pense en toute franchise, qui peuvent tenir tête à des National 3, je pense. Après, un championnat qui est serré, qu'il faut être... C'est un véritable marathon, et je me doute que l'entente fera de son possible pour viser le haut de tableau. Pour revenir quand même sur ton parcours d'Orient, et notamment à l'entente Sanosa-Gratien, as-tu le sentiment que cette promotion interne est un aboutissement ou juste un début ? Pour moi, c'est un début, parce que je suis un coach ambitieux, qui a envie de faire... Il y a une phrase qui est importante, qui est très importante pour moi, que Didier Cagnard m'avait dite, c'était « il faut faire en sorte que ton projet individuel s'intègre dans un projet collectif ». Il ne fallait pas penser que à ma petite personne, à mes diplômes, mes ceci, mes cela, mais il fallait que je puisse apporter ma contribution, ma pierre à l'édifice au projet d'un club. Donc je l'ai fait en m'investissant sur l'école de foot, en investissant sur l'équipe réserve, sur les 18, la réserve, et maintenant l'équipe première. Donc à la fois, ça en a une forme d'aboutissement parce que je me suis professionnalisé dans le domaine, j'en ai fait mon métier, mais pour moi, c'est que
je l'espère, en tout cas je travaille tous les jours pour, c'est que le début, parce que j'ambitionne de grandes choses pour l'entente Saint-Gratien, donc j'espère pouvoir mettre en place tout ce que, et pour l'instant c'est le cas. J'ai la chance d'avoir un président qui me fait confiance, un staff qui bosse avec moi au quotidien, et on est soutenu par la direction et par tout ce qui est mis en place en interne au sein du club. Maintenant, c'est à nous de toujours nous mettre en question, toujours faire plus pour faire évoluer le club et retrouver le plus vite possible le niveau national pour cette équipe première de l'entente Saint-Gratien. Donc, à nous de jouer. À vous, oui, tout à fait. On se doute que l'entente se donne les moyens de leur ambition. Dernière question, Jean-Gabriel. Oui, dernière question. Tu disais que les jeunes là, que tu avais sous tes ordres, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des boulots à forte pénibilité. Il y a peut-être des étudiants aussi. Comment ça se passe quand je ne sais pas combien d'entraînements vous avez par semaine, mais si tu as des joueurs qui, pour des raisons pro, ne peuvent pas être présents à l'entraînement, si tu as tes meilleurs joueurs en fait, qui sont absents de l'entraînement, est-ce qu'ils jouent quand même le week-end ? J'ai été proactif sur ce sujet. J'ai anticipé ces cas de figure-là. D'ailleurs, il y a quelques joueurs que je n'ai pas pu signer parce qu'ils avaient des indisponibilités professionnelles. Donc leur emploi du temps professionnel ne coïncidait pas avec les 3 séances d'entraînement que nous mettions en place. Donc étant sensible à ça, j'avais anticipé et du coup, par chance et aussi par travail, on a des joueurs qui sont disponibles et investis, qui se sont engagés. À partir du moment où ils s'engagent, pour moi, la définition de l'engagement, c'est l'investissement qui va avec derrière. Donc ils se sont engagés et maintenant qu'ils s'investissent corps et âme pour le projet que je leur ai proposé, que le club leur a proposé, avec les responsabilités qui vont avec. Et du coup, je ne suis pas confronté à cette situation-là. Si ça peut arriver d'une manière exceptionnelle, c'est très rare. Et c'est excusé parce qu'il n'y a pas de tricheurs. Là, les mecs qui viennent, c'est des bosseurs, c'est des travailleurs, c'est des passionnés de football, ils aiment le foot. Et là, c'est pareil, c'était un choix aussi par rapport à certains joueurs qui vont préférer les réseaux sociaux au contenu footballistique. Et là, j'ai la chance d'avoir une équipe avec des jeunes et des moins jeunes qui tendent vers ça. Donc c'est un régal. C'est un régal, en tout cas ça a été un régal de t'écouter, Dorian. Le temps passe vite. Actuellement l'équipe Fagnon est 7e au classement de la R1 après cette défaite à domicile contre Sarcelles, mais on se doute que dès le week-end prochain ou dans les prochaines semaines ton équipe va remonter au classement. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Il est 19h53, comme à chaque fois on fait un dernier tour de table. Messieurs, Jean-Gabriel, merci d'être passé. Merci pour ton invitation, Farid, et puis c'est un plaisir d'échanger avec des passionnés comme tout le monde autour du plateau. Exactement, le football populaire qu'on aime. Daoud, merci. Farid, toujours un plaisir quand on vient à la radio, là. Échanger avec des gens intéressants, d'autres univers que le nôtre, donc toujours intéressant et on accepte toujours les invitations avec beaucoup de plaisir. Plaisir partagé, messieurs. Sofiane également, première. Est-ce que c'était ta première radio ? Première. Voilà, très à l'aise. Très bien. Franchement. T'es à l'aise et tout. Ouais, franchement. Première, donc merci. Un plaisir de t'écouter et merci d'être passé. Merci pour l'invitation, merci à tout le monde et c'est bien d'inviter effectivement des acteurs du football amateur. C'est important. Merci, c'est très important. Président comme éducateur, comme simple dirigeant, c'est important parce que c'est eux qui œuvrent au quotidien et ils sont là tous les week-ends pour encadrer et autres. Mais en tout cas, oui, merci pour l'invitation et avec grand plaisir de revenir une prochaine fois. Je note et puis n'hésite pas à en parler aussi bien à la municipalité qu'à tous tes licenciés de Beaumont de nous écouter dorénavant tous les lundis. Merci Sofiane, Dorian également. Mot de la fin, il est pour toi. Merci pour l'invitation et à bientôt sur les terrains. À bientôt. Trop modeste, je trouve. Dorian, en tout cas, bravo pour ce que tu fais. Et je me doute que l'entente Saint-Gratien va remonter très rapidement. Merci en tout cas, messieurs. Voilà, c'est terminé pour ce soir. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à écouter l'émission en podcast. Merci à Damien et à Axel. À la technique ce soir, merci messieurs. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et n'oubliez pas messieurs, le football ce n'est que du plaisir. Merci, ciao.
RGB. En direct de Cergy-Pontoise. 99.2 FM. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de son, dans un drôle d'univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. RGB, votre radio locale, 99.2. Diversité, proximité, vous êtes sur RGB. RGB 99.2, radio-rgb.net. Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y avait là 2-3 femmes qui faisaient le tapin. Moi j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. RGB 99.2. J'ai grandi dans le 9-5 à Cergy, mon petit paradis, ma sweet banlieue pourrie. Dans le coin c'est l'Oise qui coule la mie, pas le Danube ni le Mississippi. Votre radio locale, sur 99.2. RGB. En direct de Cergy-Pontoise. 99.2 FM. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de son, dans un drôle d'univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. RGB, votre radio locale, 99.2. Diversité, proximité, vous êtes sur RGB. RGB 99.2, radio-rgb.net. Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y avait là 2-3 femmes qui faisaient le tapin. Moi j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. RGB 99.2. J'ai grandi dans le 9-5 à Cergy,